Bonjour et merci de m'accompagner en cette période de confinement dans ce nouveau tuto sur l'utilisation du module filmique dans Darktable. J'espère que vous allez tous bien. Ce module m'a posé pas mal de problèmes et je sais qu'il vous en pose aussi. J'ai visionné les vidéos de son créateur Aurélien Pierre, pas mal de tutos et discussions sur le sujet. Entre conseils d'utilisation et autres démonstrations au demeurant intéressantes, j'ai toujours eu l'impression que l'on oubliait le but de ce module affirmé par Aurélien, c'est-à-dire l'affichage d'une image à plage dynamique élevée dans un récepteur, écran ou papier, à plage dynamique plus restreinte. Et ce, en conservant au mieux la gamme des tonalités. C'est du moins ce que j'ai compris en le lisant. Ces tutos sur Filmic résument ma démarche et les conclusions que j'ai pu tirer quant à l'utilisation de ce module. Le module Filmic se trouve dans le module des tonalités. Il apparaît ici. J'active ce module. Je l'ouvre complètement. Et vous voyez qu'ici, il est actif, donc c'est-à-dire que certains paramètres ont été appliqués à mon image. Voici l'image avant et voici l'image après. Pour l'instant, nous ne travaillerons dans ce module que sur l'onglet Scène. En dessous de la courbe que nous expliquerons par la suite, vous trouvez les paramètres par défaut d'ouverture de Filmic, à savoir sur le mode scène, la luminance du gris moyen, l'exposition relative du blanc, l'exposition relative du noir et l'échelle de plage dynamique. On peut, si on clique sur cette icône, changer les paramètres par défaut, clic droit, et vous voyez apparaître une liste de paramètres prédéfinis qui comportent tous la notation plage dynamique 11IL, 15IL, 17IL, ici pour mon appareil EO70D 11IL, etc. Lorsque l'on choisit un autre paramètre que celui entré au départ, l'image change de caractéristique et ici, ce n'est pas du plus bel effet. Voyons un autre exemple. 70D 12IL, c'est plus contrasté, c'est pas mal, etc., etc. Donc, si vous voulez activer différents paramètres, vous allez dans cette liste déroulante qui vous permet aussi de définir des nouveaux pré-réglages ou de mettre à jour certains pré-réglages que vous avez définis. Lorsque l'on choisit la valeur par défaut, le paramètre par défaut, on s'aperçoit que la luminance du gris moyen est fixée à 9,23%, que l'exposition relative du blanc est de 3,45 IL, que l'exposition relative du noir est de 10,55 IL. L'échelle de plage dynamique est toujours à 0 et pour l'instant je n'en parlerai pas souvent. Si vous additionnez l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir en valeur absolue, c'est-à-dire sans tenir compte des signes, 10,55 plus 3,45, ça fait 14. C'est-à-dire que d'entrée, sur les paramètres d'entrée par défaut, la plage dynamique de l'image qui est choisie est sur 14 IL et le gris moyen sur 9,3%. Si je change de paramètre, si par exemple je prends 11 IL ici, vous vous apercevez que le gris moyen est toujours à 9,23, mais que mes expositions ont changé et que la somme en valeur absolue me donne 11 IL, la plage dynamique que j'ai choisie ici, 11 IL. Que se passe-t-il maintenant si nous jouons sur les curseurs, luminance du gris moyen ou exposition relative du blanc ou exposition relative du noir? Je vous invite à regarder rapidement au passage ce qui se passera sur la courbe, mais aussi sur l'histogramme. Je déplace le gris moyen vers la droite. L'image s'assombrit. L'histogramme se décale
vers la gauche et la luminance du gris moyen est passée à 14,73%. Vous remarquez aussi que les valeurs d'exposition relatives du blanc et du noir ont changé et que maintenant je me trouve sur une plage dynamique environ de 9 à 10 IL. Je reviens aux paramètres par défaut. Repérez ici le petit point orange. Lorsque je déplace à nouveau vers la gauche, ce petit point orange se déplace aussi vers la gauche. L'image étant plus sombre, l'histogramme évidemment s'est décalé vers les tons sombres. Faisons le contraire. Reglissons le curseur d'exposition du gris moyen vers la droite. L'image s'éclaircit. Vous voyez que l'histogramme se décale vers la droite et que le petit point orange descend le long de la courbe. Quant aux valeurs d'exposition ici relatives du blanc et du noir, elles ont augmenté par rapport aux valeurs de tout à l'heure. Donc, je conclus déjà, lorsque je déplace la luminance du gris moyen, j'agis sur la luminosité de l'image, mais j'agis aussi sur la plage dynamique. Et pour terminer, bien que nous l'utiliserons peu pour l'instant, que se passe-t-il si je glisse le curseur d'échelle de plage dynamique vers la droite? On m'a dit que la plage dynamique augmente, vous voyez, plus 14, plus 17%, et mon image gagne un peu en luminosité. Par contre, si je vais dans l'autre sens, je diminue ma plage dynamique et l'image perd en luminosité. Voici donc, avec ces 4 curseurs, beaucoup de façons de modifier l'apparence d'une image. Exercez-vous à les déplacer sur vos images pour vous imprégner de leurs effets avant d'éclaircir les questions suivantes. La plage dynamique d'une image, qu'est-ce que c'est? Que représente la mesure de l'IL? Que vient faire ici le gris à X%? Et que montre la courbe de filmique? Que représentent aussi les expositions relatives du blanc et du noir? C'est ce que nous allons voir après une petite pause. Vous le savez, si vous me suivez depuis mes premiers tutos, j'aime bien retourner aux fondamentaux, par exemple dans GIMP, afin d'expliciter certaines notions. Après tout, nous n'avons pas attendu Darktable pour faire de la retouche numérique et manipuler certaines notions, un peu comme M. Jourdain. Voici une image de la tour de Pise et de la cathédrale adjointe que j'ai trouvée sur le net. À l'évidence, cette image manque, je dirais, de peps, de contraste. Ceci est prouvé par l'histogramme que vous voyez ici à gauche. Et on s'aperçoit que du côté des noirs, bon, on pourrait peut-être en remettre un peu. Quant du côté du blanc, ici, des blancs plus blancs que le blanc, j'en ai pas beaucoup sur cette image. Le fait que vous voyez ici des trous à l'intérieur des barres montre que certaines valeurs de luminance ne sont pas présentes dans les pixels de l'image. En cliquant sur le calque, je vais dupliquer le calque. Voilà. Et je vais maintenant activer la commande couleur niveau. Vous voyez ici la représentation de l'histogramme en mode logarithmique. Je l'utilise souvent pour préciser effectivement les bords de l'histogramme. En mode linéaire, on a cette représentation. En mode logarithmique, il est parfois plus facile de repérer les bords. Vous savez que dans cette situation, pour assombrir les noirs, on prend le curseur noir, les tons foncés, pardon, et on l'amène au pied de l'histogramme. De même que avec le curseur blanc qu'on déplace vers la gauche, on l'amène au pied de l'histogramme. Comme j'ai activé la commande aperçue, vous apercevez tout de suite que mon image a gagné en contraste. Je valide et dans mes calques ici, donc j'ai bien mon image avant et l'image après. Que s'est-il passé en fait? Si j'active à nouveau la commande couleur
niveau. J'obtiens cet histogramme en mode logarithmique. Je peux aussi ramener dans les fenêtres, à partir des fenêtres ancrables, mon histogramme et le tirer ici. Et vous voyez que maintenant, et je pense que vous le saviez déjà, le pied de l'histogramme a été ramené au niveau du point noir et la tête de l'histogramme au niveau du point blanc. Comparativement à l'image de départ où il y avait ici un décalage et là-bas de même. Donc en fait, grâce à la commande niveau, j'ai ramené la plage dynamique de mon image qui était tout à l'heure plus petite que la plage dynamique disponible. Donc j'ai ramené la plage dynamique de mon image à celle de mon affichage sur l'écran. Cette opération d'adaptation d'une plage dynamique d'entrée, c'est-à-dire celle de l'image, à la plage dynamique disponible soit sur l'écran, et nous le verrons peut-être plus tard, soit sur papier, est une opération dite de remappage, ou en anglais, une opération de tone mapping. Je peux essayer de voir ce qui se passe si je pousse un peu les curseurs noirs, ici, et blanc là. On a des noirs plus noirs, on a une image encore plus contrastée, on a des blancs ici très blancs, peut-être à la limite d'être brûlés. Vous remarquez que l'histogramme ici s'est déplacé en même temps. Regardez bien que je déplaçais mes curseurs. Donc à nouveau, je suis en train de créer une nouvelle plage dynamique qui me donne ici un contraste plus important. Mais attention, si je force un petit peu, en déplaçant encore un peu plus le curseur noir et le curseur blanc, je vais m'apercevoir, en affichant les valeurs pointées dans mon image, en mode lab, que si je pointe ici le blanc en luminosité est à 106 ou 104, 106, vous voyez ici, là, un peu plus de 100, et le noir, dans la porte ici, ou mieux celle-là, est en valeur négative, regardez dans le pointeur ici, d'accord, est en valeur négative, c'est-à-dire que j'ai des noirs plus noirs que noirs et voire des blancs plus blancs que blancs. Ce qui veut dire que sur l'image actuellement, j'aurai certainement des zones brûlées et ici des zones bouchées. Pour confirmer ceci, je vais valider ma commande niveau et je vais à nouveau retourner dans couleur niveau et regardez ici, l'histogramme m'indique que des valeurs certainement ici de luminance n'en sont plus adaptées à ma plage dynamique dans les tons foncés ainsi que dans les tons clairs. Ce qui veut dire que le mappage, la correction de plage dynamique ou le tone mapping que je viens de faire n'est plus du tout correct étant donné que l'image se trouve dégradée dans les tons sombres et les tons très clairs. Donc, résumons. La plage dynamique d'une image caractérise l'écart entre les tons les plus foncés et les tons les plus clairs. Elle s'exprime en IL, indice de luminance. Nous reviendrons sur cette notion. Le remappage ou tone mapping consiste donc à adapter la plage dynamique d'une prise de vue à celle du support de destination, l'écran ou le papier, tout en essayant de respecter la scène d'origine et d'en garder les détails au niveau des tons, voire, si possible, en les améliorant. Pour imager ceci, disons que le remappage consiste à résoudre le dilemme suivant. Comment faire entrer le contenu d'une grande boîte dans une boîte plus petite, ou inversement, le contenu d'une petite boîte dans une grande, tout en y mettant le même nombre d'objets qui occuperont toute la place. Eh bien, c'est la mission de Filmic, telle que l'a définie Aurélien Pierre dans sa vidéo, dont je vous donne le lien en préambule. Filmic est avant tout un module de tone mapping, tel que je viens de l'exprimer.
Après une courte pause, nous allons préciser maintenant la notion d'indice de luminosité ou d'indice de luminance nommé IL. A tout de suite. Nous allons donc maintenant essayer de préciser ce qui se cache derrière le sigle IL ou EV en anglais. Plaçons une bougie sur un support dans un environnement quelconque. Cette bougie éclaire, envoie un flux lumineux dans une unité, le candela par mètre carré. Si nous plaçons côte à côte deux bougies identiques à la première, alors nous pouvons dire que le flux lumineux comparé entre les deux bougies et la première a été multiplié par 2. De la même façon, si nous plaçons côte à côte 4 bougies identiques, nous dirons que par rapport à la première bougie, le flux lumineux est multiplié par 4. Et enfin, pour terminer, si nous plaçons côte à côte 8 bougies, de la même façon que précédemment, nous dirons que le flux lumineux est multiplié par 8. Or, 4, c'est égal à 2 fois 2, ce que l'on note en mathématiques, niveau 5e, 2 au carré. 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, et on note ceci en mathématiques, 2 puissance 3, ou 2 exposant 3. Si je passe de ici 2 puissance 3 à 2 puissance 2, on sait que par convention, 2 c'est 2 exposant 1. Donc à 8 bougies est associé 2 puissance 3, dont l'exposant est 3, et c'est cet exposant qu'on appelle l'indice de luminosité de ces 8 bougies par rapport ici à la première. De la même façon, aux 4 bougies est associé 2 puissance 2, et nous dirons que l'exposant 2 représente l'indice IL de luminosité de ces 4 bougies par rapport à la première. Donc en remontant de la même façon, ici, excusez-moi, le 2 est mal fait, voilà, ici 2 puissance 1, donc l'exposant est 1, et c'est cet exposant 1 qui est égal à l'indice de luminosité de mes 2 bougies par rapport à la première. Si je continue en remontant, à la bougie, la première bougie, eh bien, logiquement, 3, 2, 1, on associe 2 puissance 0. L'exposant est 0. Et donc, l'IL de la première bougie, qui sert ici de référence, c'est-à-dire de base de départ pour nos calculs, eh bien, l'indice de luminosité de la référence est égal ici à 0. Vous avez compris que pour 2 puissance n, l'exposant est n, donc l'IL est égal à n. Donc, si je conclus, dire que un ensemble de bougies a un indice lumineux, par exemple, de 3, ça veut dire que cet ensemble de bougies est 2 puissance 3 fois plus lumineux
c'est-à-dire 8 fois par rapport à la bougie de référence. On peut généraliser ceci. Si l'IL est égal à N, ça veut dire que l'ensemble de bougies qui sera pris en référence est 2 puissance n fois plus lumineux par rapport à la bougie de référence. Vous allez me dire, dans Filmic, nous avons vu que nous pouvions avoir des indices lumineux négatifs. Comment peut-on expliquer ceci? Tout simplement de la façon suivante. Imaginez une petite bougie qui éclaire ici 2 fois moins que celle qui est au-dessous. Donc, lorsque je passe de l'une à l'autre, je divise le flux lumineux par 2. Et dans ces conditions, on a donc multiplié par la moitié et nous noterons ceci 2 puissance moins 1. Donc ceci correspondra bien à un IL de moins 1. La suite des IL donc se présente de la façon suivante. 3, 2, 1, 0, moins 1 lorsque l'on divise par 2. Vous comprenez bien que si je continue, ici je diviserai par 4, ce qui fait que je multiplie 4, c'est divisé par 4, c'est multiplié par 1 quart. 4 c'est 2 au carré, donc on notera ça 1 sur 2 au carré. Et 1 sur 2 au carré se note en mathématiques 2 puissance moins 2. Donc, dans ces conditions-là, l'IL est égal à moins 2. Si on fait le chemin inverse, évidemment, on multiplie par 4, on multiplie par 2 et on retrouve la suite qui est en bas. Donc les IL négatifs représentent en fait par rapport à une référence, les IL négatifs représentent une division par 2, par 4, par 8, par 16, etc., etc. Regardons maintenant ce qui se passe à ce niveau-là, puis entre ces deux-là, puis entre ces deux-là. Lorsque je passe ici d'une bougie à 2, je sais que j'ai un IL. Donc, autrement dit, mes deux bougies, rappel, éclairent 2 puissance 1 fois plus que la bougie, c'est-à-dire 2 fois plus. Qu'est-ce qui se passe si je passe de celle-là à celle-là? Ben, la même chose, puisque je multiplie ici par 2, 2 fois 2 ça fait 4. Ça veut dire que j'ai ici un écart de 1 IL. De la même façon ici, je multiplie par 2, j'ai aussi ici un écart de 1 IL. Donc si je change la référence, si je ne prends plus comme bougie la bougie de départ, si je prends comme référence les deux bougies là, j'ai un décalage entre ça et ça, j'ai un IL, mais entre ça, entre les deux ici et les deux là, j'ai un IL plus un IL, c'est-à-dire que j'ai 2 IL entre les deux bougies et les 8. 2 IL, ça veut dire 2 puissance 2, 2 puissance 2 ça fait 4, ça veut bien dire que les 8 bougies sont 4 fois plus lumineuses que les deux bougies. On peut représenter l'échelle des IL sur une droite. Si je prends comme référence ce point-là, qui correspondrait à ma bougie tout à l'heure toute seule,
je sais que son IL est égal à 0 et je peux placer à distance égale les IL plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Entre chaque IL, ici, entre moins 4 et 3, il y a un IL d'écart. Là aussi, il y a un IL d'écart. Si je change maintenant ma référence, comme je l'ai fait tout à l'heure, en me déplaçant non plus en référence la bougie de départ, mais deux bougies, je peux par exemple placer une nouvelle référence ici, qui correspond au 0. Donc à ce moment-là, les IL sont plus 1, plus 2 ici, moins 1, moins 2, moins 3, etc. sur l'échelle verte. Donc je résume ceci en disant que sur la première référence, j'ai ici une référence rouge et sur la deuxième référence, une référence verte. Et selon que je prends cette référence-là ou celle-ci, les indices lumineux sont différents. Donc sur cette échelle ici, j'ai ici un indice lumineux à moins 4 et là-bas un indice lumineux à plus 4. Ceci correspondrait par exemple à une image qui aurait de moins 4 à plus 4 une plage dynamique de plus 8. 8 IL pour l'échelle en rouge. Que se passe-t-il si je passe sur l'échelle en vert? La plage dynamique ne change pas. Je vais toujours de moins 6 à plus 2, ça fera aussi 8 IL. Mais par rapport à la référence verte ici, je serai ici à moins 6. Et là, je serai à plus 2. Avec comme référence ce point-là. Ce qui veut dire que si je change la référence sur une même plage dynamique, je vais certainement obtenir dans Filmic des choses différentes. Je vous ai fait ici deux captures du module Filmic avec, vous voyez ici, pour la première capture, une plage dynamique, exposition relative du blanc à plus 4, exposition relative du noir à moins 4, et ici j'ai pris 3 et 5. Bon, ici j'aurais pu changer mon repère. C'est pas grave, vous allez comprendre. Dans la première situation, la référence, c'est le fameux gris moyen, qui ici est à 9,85%, ce que nous allons expliquer ensuite. Cela veut dire que l'exposition relative du blanc est à plus 4 par rapport à la référence, ce premier gris moyen, et pour l'autre côté, la référence, l'exposition relative du noir est à moins 4 par rapport au gris moyen, l'ensemble de la plage dynamique étant à plus 8. Donc dans un souci de cohérence par rapport à cette capture dans Filmic, j'ai changé mon échelle verte ici, j'ai redécalé le point de référence de façon ici à avoir l'origine 0, ici je suis donc à plus 3 et là-bas je suis à moins 5. Donc comme tout à l'heure ici, le point rouge pris en référence c'est le point gris dans ce schéma-là. Ici vous avez l'exposition relative du noir à moins 4 et ici l'exposition relative du blanc à plus 4. Et bien ici, le gris de référence, c'est-à-dire ce point-là, correspond à un gris moyen ici de 18,45%. Il va falloir expliquer ce que veut dire ce chiffre, avec comme échelle exposition relative du noir moins 5 IL et exposition relative du blanc plus 3 IL. Dans le premier cas, ça veut dire que ici, ce point-là, les pixels repérés ici, ont une luminosité 2 puissance IL 2 puissance 4 fois plus importante que ces
de ce point-là, et cela 2 puissance 4, moins 4 fois moins important, c'est-à-dire qu'on divise par 2 puissance 4. De la même façon ici, par rapport à un autre gris moyen, ça veut dire que les pixels repérés dans cette IL sont 2 puissance 3 fois plus lumineux que ceux pris en référence sur le gris moyen, et de ici, l'IL étant égal à moins 5, c'est 2 puissance 1 sur 2 puissance 5, pardon. Donc, les chiffres que vous trouvez entre exposition relative du blanc et exposition relative du noir se réfèrent à ce qu'on appelle la luminance du gris moyen. De quoi s'agit-il maintenant? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans la prochaine partie. Revenons dans Darktable sur cette image, où vous voyez que la luminance du gris moyen est à 9,23%, l'exposition relative du blanc est à 3 IL, le point gris est représenté ici, ça veut dire qu'entre là et là, j'ai une plage de 3 IL. Et l'exposition relative du noir est à 9 IL, c'est-à-dire qu'entre là et là, j'ai 9 IL. Au total, la plage dynamique utilisée ici est de 12 IL. Qu'en est-il si je déplace le point blanc? Vous voyez apparaître des valeurs de plage IL qui ne sont pas des valeurs entières. Ici, par exemple, des valeurs décimales. Donc, la question qui peut se poser, et on va y répondre rapidement, est-ce que 2 puissance, par exemple, 2,6 a un sens? Pour voir ceci, allons dans la calculatrice. Si je calcule 2 x puissance y 4, je valide, égale, j'ai calculé 2 puissance 4, ce qui fait 16. Je vais effacer mon historique. Donc, 2 x puissance y 1,5 par exemple, ça me donne ce résultat avec un nombre assez important de décimales. Tout ce que je peux dire, c'est que 2 puissance 1,5 pour la calculatrice au sens mathématique, ça a un sens, et ça donne un résultat autour de 2,8, 2,9. De la même façon, on peut calculer les puissances d'un nombre négatif. Si je veux calculer 2 puissance, donc xy 1,9 par exemple négatif, vous voyez ici moins 1,9, qui sur égal, 2 exposant 2 puissance moins 1,9, c'est quelque chose qui est compris entre 0,26 et 0,27. Donc, l'écriture des plages IL, des IL avec des décimales a bien un sens. Il nous reste donc, maintenant que nous avons compris le sens de exposition relative du blanc, exposition relative du noir par rapport à la luminance du gris moyen, il nous reste donc à voir ce qui se cache derrière cette luminance du gris moyen que l'on exprime par des pourcentages. Autrement dit, que signifie par exemple une luminance de gris moyen à 14,36%. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, après une petite pause. Donc, nous allons essayer d'expliquer maintenant ce que représente ce fameux gris moyen à 18%. Lorsque vous prenez une photographie avec votre APN, le flux lumineux réfléchi par le sujet est enregistré dans un dispositif qui s'appelle la cellule photoélectrique. Au bord de cette cellule se développe alors une tension qui est proportionnelle au flux et qui permet d'envoyer cette information à un dispositif électronique, lequel dispositif électronique vous enverra les informations ou réglera les informations de prise de vue. Donc, ce dispositif intégré à l'APN caractérise l'intensité du flux lumineux réfléchi par le sujet. Imaginons donc une substance, un corps, une plaque de métal ou une feuille de papier qui reçoit un flux lumineux incident que j'appelle FI.
Ce flux lumineux incident est en partie réfléchi par un flux lumineux que j'appellerai FR, flux lumineux réfléchi. Une partie de l'énergie lumineuse étant alors absorbée par le corps et transformée en chaleur. Le quotient FR sur FI caractérise le pouvoir réfléchissant d'une matière. On l'exprime souvent en pourcent. Donc, si le quotient FR sur FI est égal à 25%, ça veut dire que la matière, excusez les petites fautes d'orthographe ici, la matière renvoie 25% de ce qu'elle a reçu. Si le quotient FR sur FI est égal à 0%, ça veut dire que FR est égal à 0, toute l'énergie lumineuse est absorbée, aucune n'est réfléchie. Nous avons alors affaire à un corps mort parfait. Ceci est tout à fait théorique puisque les corps morts parfaits n'existent pas. Si FR est sur FI est égal à 100%, ça veut dire que toute l'énergie lumineuse est réfléchie, ce serait alors un miroir parfait. Prenons quelques exemples si vous voulez. La surface d'un lac réfléchit de 2 à 4%, le coefficient est donc FR sur FI vaut 4%. La neige de 75 à 90% lorsqu'on est en plein soleil et une peau blanche aux environs de 18%. Dans ces conditions, les corps sont dits blancs si le quotient est supérieur ou égal à 80%, et ils sont dits noirs si le quotient FR sur FI est inférieur ou égal à 3%. Concluons que plus un corps est noir, moins il réfléchit la lumière, plus une partie de cette lumière est absorbée. Voilà pourquoi, si votre voiture est noire, il fera toujours plus chaud à l'intérieur que dans une voiture blanche. Si un corps est blanc, plus il renvoie la lumière. Qu'en est-il d'une scène photographique? Une scène photographique contient différentes substances réfléchissantes, donc renvoie globalement une valeur réfléchie que j'appellerais, qui serait entre guillemets la synthèse, la moyenne si vous voulez, de toutes les réflexions des différentes parties. Comment réagit alors notre cellule de mesure? C'est là qu'intervient le fameux gris à 18%. La question qui se pose, c'est est-ce que la cellule photoélectrique de notre APN mesure intrinsèquement le flux réfléchi pour calculer les réglages à appliquer? Ce n'est pas tout à fait le cas. Imaginons la situation suivante. Nous avons un corps réfléchissant qui reçoit donc un flux incident et qui retourne un flux lumineux. Que se passe-t-il au niveau de l'appareil photoélectrique? Donc même si les appareils photo actuels sont très performants, la cellule, le posemètre, lorsqu'il mesure la lumière pour essayer de calculer une exposition, sont calibrés de sorte à admettre que tous les sujets renvoient environ 18% de la lumière qu'ils reçoivent. Nous allons expliquer ceci ensuite. Donc en fait, 18%, c'est ce pourquoi la cellule est calibrée. Globalement, ça convient parce que dans la majorité des cas, on se trouve dans des lumières réfléchies, dans des pourcentages de l'ordre de 18%. Donc, si mon flux lumineux réfléchi a un coefficient de 18% et que mon appareil est réglé sur ce 18%, l'exposition sera correcte, le flux qui est réfléchi correspond au calibrage de l'APN et dans ces conditions, l'image, c'est-à-dire ce qui est enregistré sur l'APN, sera tout à fait correcte. Que se passe-t-il si notre flux réfléchi est plus petit que 18%, par exemple, lorsqu'on va avoir un corps plus foncé? N'oublions pas que notre cellule est réglée pour 18%. Et que votre appareil mesure la lumière en mode spot, pondéré central ou matriciel, la cellule ne voit que du noir et blanc et elle s'attend à recevoir 18% de lumière fléchie. Dans ce cas, elle en reçoit moins et donc elle va faire en sorte de proposer des réglages pour que l'image renvoie 18%.
Dans ce cas-là, puisque l'intensité lumineuse était à 9% et que la mesure fait en sorte d'en avoir 18%, l'image sera plus claire que l'original. Donc lorsque le flux réfléchi est inférieur au calibrage de l'APN, l'exposition de l'image sera plus claire. Ce qui peut expliquer, si vous avez fait votre mesure sur votre chien bien noir ou votre chat bien noir, bien qu'il apparaisse sur votre image plutôt gris foncé que noir. Et troisième possibilité, donc, votre flux lumineux réfléchi est plus grand que 18%. Prenons par exemple un corps blanc qui nous renvoie 50%. La cellule s'attend toujours à recevoir 18%, or on lui propose 50%. Elle va se dire, j'ai trop de lumière, donc conclusion, je fais en sorte d'adopter mes réglages pour que je mesure effectivement un flux de 18%. Dans ce cas, l'exposition de l'image sera plus foncée, puisqu'en fait, l'image au départ renvoie 50%, mais la cellule ne nous enregistre que 18%. Le flux réfléchi est donc supérieur au calibrage de l'APN. L'exposition de l'image sera donc plus foncée, ce qui explique pourquoi une neige bien blanche apparaît sur une image, sur une photo, plutôt grisâtre, voire plutôt sale. Pourquoi 18%? Au siècle dernier, ce coefficient de réflexion a été choisi arbitrairement par Kodak comme étant le coefficient de réflexion, ou encore appelé réflectance, moyenne des sujets photographiés par la majorité des clients. Donc il semblerait que en fait, cette notion soit plus ou moins empirique. Et ceci a été fait pour servir de point de référence tout au long du processus de la prise de vue au tirage final. À ce stade, ça n'a rien à voir avec le gris moyen dans le sens médian entre le blanc et le noir absolu. Par contre, comme on veut que tous ces sujets soient le mieux exposés avec le maximum d'informations sur le film négatif, et notamment à l'époque, le problème c'était d'enregistrer les informations pour les peaux blanches mais aussi les peaux noires, il a été décidé que cette réflectance serait placée au milieu de la courbe de densité des films, donc donnant une densité de 50%. Alors attention, il ne faut pas confondre. Il s'agit ici du gris moyen placé à la moitié de la gamme tonale, dont la luminance lab est 50 et dont un corps du même gris réfléchit 18% de la lumière incidente. Ne pas confondre le gris moyen au milieu de la plage tonale à 50 et le gris moyen réfléchissant 18% de la lumière incidente. Bon, tout cela bien sûr théorique, puisque le résultat va non seulement dépendre du potentiel du film lui-même, mais aussi du tirage et du désir du photographe qui pourra faire un tirage plus ou moins sombre ou plus ou moins clair. Qu'en est-il en photo numérique? Lorsqu'on mesure les données numériques en RVB ou en LCH, voire en CMJN, les valeurs sont relatives et le résultat peut dépendre du support sur lequel on les visualise. Le seul mode colorimétrique absolu qui est indépendant de tout support, c'est le mode lab. Dans ce mode, le gris moyen devrait donc être composé de valeurs lab 50,00. Nous verrons cela par exemple dans GIMP. Donc, retenons, si vous le voulez bien, les 4 informations suivantes. Une surface constituée d'un gris moyen de valeur lab 50,00 réfléchit environ 18% de la lumière qu'elle reçoit. En fait, 18,45%. Les posemètres des APN sont calibrés pour prendre en compte ce gris moyen à 18%. Si le flux réfléchi est moins de 18%, c'est-à-dire si on a affaire à des corps sombres, le posemètre ramène la mesure à 18%. L'image sera plus lumineuse que la prise de vue, sauf si on compense. Si le flux réfléchi est à plus de 18%, des corps plus clairs, le posemètre ramène la mesure à 18%,
L'image sera plus sombre que la prise de vue, sauf bien sûr si on compense. Donc, voyons maintenant comment nous allons tenir compte de ces informations pour commencer dans GIMP et ensuite dans Darktable. Donc, nous voici revenus dans GIMP. J'ai créé une image ici avec un dégradé du noir au blanc. Et je vous affiche ici l'image du pointeur. Sur le pointeur, je peux avoir ici les valeurs lab, ainsi qu'à côté les valeurs RVB. Remarquez, regardez bien ce qui se passe si je déplace mon curseur. Vous voyez que les valeurs lab RVB changent, et vous remarquez aussi, et ça on le sait déjà, que en RVB, un gris parfait, les trois valeurs RVB sont égales. Je vais aller chercher la valeur LLab, 50%, qui se trouve à peu près ici. Vous remarquerez que j'ai un décalage. On pourrait penser que le gris moyen en RVB soit autour de 127, 128, la moitié de 256. Ce n'est pas le cas, peut-être un problème de calibrage d'écran. Je vais repérer cette valeur ici, qui est à peu près, vous voyez ici à ce niveau, en faisant une petite marque. Voilà, je suis à peu près globalement dans cette zone-là. Donc ici, si ma plage tonale, si ma plage dynamique est de l'ordre de 8 à 9 IL sur mon écran, ça veut dire que globalement, ici entre le gris moyen, on va arrondir bien sûr, j'ai 4 IL, et de l'autre côté, entre le gris moyen et le noir, ici, j'ai aussi globalement 4 IL. Dans ces conditions, le gris moyen est au centre de ma plage dynamique globale. Je vais maintenant activer la commande couleur niveau. J'ai ici mon histogramme avec les barres qui ont toutes la même hauteur, c'est normal puisque globalement dans chaque tonalité j'ai le même nombre de pixels. Ici je suis calé à gauche sur le noir, à blanc, le blanc ici sur la droite. Bien, ma plage globale dynamique est bien entre le noir et le blanc ici. Et il y a maintenant ce petit curseur au centre. Ce curseur au centre repère le gris moyen sur mon image. On l'appelle aussi dans GIMP facteur de, excusez-moi, facteur de contraste ou gamma. Il repère le gris moyen sur cette zone, donc à peu près cette zone-là. Si je le déplace vers la droite, ça veut dire que je vais aller pointer avec mon curseur un gris plus sombre. Si je pointe un gris plus sombre, rappelez-vous, sur mon APN, lorsque le gris plus sombre est repéré par la cellule photoélectrique, c'est-à-dire un gris par exemple à, disons 15%, à 15%, la cellule photoélectrique compense automatiquement, c'est plus sombre, donc je dois donner plus clair, et elle fait le nécessaire. Donc ici, théoriquement, si je déplace ce curseur par là, je dois voir mon image s'éclaircir. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Donc, le comportement de la commande niveau est tout à fait comparable à celle qu'a mon APN lorsque je fais mes mesures. Je vais donc fixer mon curseur ici. Ça veut dire que je demande à mon logiciel de me prendre ce point-là en référence dans le gris moyen. Je vais valider. J'obtiens donc maintenant cette image transformée et je vais chercher maintenant où se trouve le gris moyen pour L égale 50. Je me trouve à peu près, vous voyez, en dessous du 4 là. OK? Donc, je vais refaire comme tout à l'heure. J'ai un gris moyen qui est dans cette zone-là. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ben, tout simplement que la plage dynamique au-dessus, ici, entre ce point et le point blanc, a augmenté. Je suis par exemple ici, disons, allez pour arrondir, à 6 IL, à peu près. Alors que du côté du
du noir, entre le gris moyen et le noir, j'ai le complément ici à 2 IL. Donc je pense que vous avez saisi. Déplacer le curseur gris moyen vers la gauche, ça consiste à réduire la plage dynamique du côté des tons sombres et à augmenter la plage dynamique du côté des tons clairs, d'où le fait que l'image devient plus claire. Réinitialisons l'image telle qu'elle était au départ et refaisons la même manipulation dans l'autre sens, couleur, niveau. Déplaçons le curseur vers la droite, l'image s'assombrit, puisque je vais pointer une zone qui me renvoie plus que 18%. Vous vous rappelez ce qui se passe sur l'appareil photo. Validons et recherchons maintenant dans cette plage, ici, où se trouve la valeur 50. Je suis à peu près ici, à nouveau, vous voyez en gros en dessous du 4. Je refais mon petit repère. Mon gris moyen est donc situé ici, ce qui veut dire que la plage dynamique du côté des tons clairs, c'est par exemple, en gros, j'arrondis 3 IL. Et du côté des tons foncés, eh bien, le complément, c'est-à-dire 5 IL. Donc, la conclusion est la suivante. Lorsque je déplace le curseur du gris moyen vers la droite, je diminue la plage dynamique des tons clairs pour augmenter la plage dynamique des tons sombres. Donc, l'image s'assombrit. Revenons à la tour de Pise, l'image originale. Donc j'ai repéré ici une zone, vous voyez, si je parcours avec mon curseur, vous regardez ce qui se passe sur la valeur LCIL, je me trouve autour de 50, 50L, hein, luminosité égale à 50, donc j'ai une référence gris moyen à peu près dans cette zone-là. Activons la commande couleur niveau. Je vais rééquilibrer la plage dynamique de mon image à celle de mon écran. Vous vous rappelez, je l'ai déjà fait. Donc si je valide, voilà l'image obtenue. Je reprends à nouveau la commande couleur niveau. Et là, je vais déplacer le curseur central. Je vais réduire la plage dynamique des noirs. Donc j'augmente la plage dynamique des blancs. L'image s'éclaircit. Je valide. Et maintenant, la zone de gris que j'avais tout à l'heure a une luminosité de 69, c'est normal, on a augmenté la luminosité du gris moyen. Donc la référence du gris moyen sur cette image se trouve ailleurs. Vous voyez, ici par exemple, j'ai un gris autour de, dans cette zone-là, vous voyez, je tombe sur, ouais, à peu près, quoi, dans un gris vers les 50% si on fait une moyenne. Revenons en arrière, à la première commande niveau. Donc, commande couleur niveau. Si je déplace maintenant le curseur vers la droite, j'augmente la plage dynamique des tons foncés, je diminue la plage dynamique des tons clairs, l'image s'assombrit ici énormément. Voilà, je vais prendre ce réglage. Je valide. Et la zone que j'avais tout à l'heure est passée à 25, donc j'ai bien une luminosité de 25. Donc cette zone est plus foncée, le gris moyen est référencé ailleurs, le gris moyen à 18% ou à 50 de luminosité au milieu de la plage tonale et peut-être, et encore, peut-être dans le ciel. Ouais, enfin voilà, il faudrait le chercher. J'ai repéré sur l'image 4 zones qui correspondent à différentes positions du gris moyen sur l'image. Ici, sur l'image de départ, j'ai localisé à peu près dans cette zone-là.
Donc, si vous aviez fait le réglage de votre appareil sur cette zone, si vous aviez mis votre cellule, en gros, sur cette zone, vous auriez obtenu cette image-là. Là, j'ai agrandi la plage dynamique en resserrant les curseurs à gauche et à droite. Dans ces conditions, j'ai trouvé globalement un gris moyen dans cette zone. Donc, si vous aviez fait votre mesure ici sur le t-shirt, vous auriez obtenu cette image-là. Ensuite, j'ai déplacé le curseur pour agrandir la plage dynamique du côté des tons clairs. Donc, j'ai déplacé le curseur niveau vers la gauche et j'ai trouvé un gris moyen globalement dans cette partie-là. Et enfin, pour terminer, j'ai fait le contraire. J'ai déplacé le curseur de gris vers la droite, on augmente la plage dynamique des tons sombres et j'ai trouvé des gris ici. Ça veut dire que si vous aviez pris 4 photos différentes en faisant vos réglages sur cette zone-là, vous auriez obtenu les 4 images que je vous remontre à nouveau. La première, on pointe ici, la deuxième, on pointe ici, la troisième, on pointerait là, et la quatrième, on pointerait ici. Donc sur cette image, nous voici revenus dans Darktable, dans le module filmique, actuellement activé, et donc vous voyez l'histogramme correspondant pour l'image. Si je désactive filmique, voici mon image d'origine. J'active filmique, vous avez remarqué que l'histogramme est bien calé à droite et à gauche, et donc ici nous retrouvons nos 3 curseurs, luminance du gris moyen à 9,23%, vous savez ce que ceci veut dire maintenant. Exposition relative du blanc, 3%. Le gris moyen étant ici, donc ma plage est de 3 IL ici, pardon, j'ai dit 3%, c'est 3 IL. Et ici, 9 IL au total. Mon image a une plage dynamique de 12 IL. Pourquoi 12 IL et pourquoi ces paramètres? Ce sont tout simplement les paramètres que j'ai retenus à partir de mon appareil photo EOS 70D, sur lequel j'ai une plage dynamique de 12 IL, la plage maximale étant L de 12 IL pour une prise de vue à 100 ISO. L'image est tout à fait correcte, l'histogramme est bien calé à droite et à gauche, sans zone sombre bouchée. Si j'active ici la visualisation des zones sombres et des zones claires, vous voyez que rien n'apparaît. Donc sans zone bouchée et sans zone brûlée. Si je passe le gris moyen à 18,45, bien sûr mon image devient beaucoup plus foncée. Puisque si j'augmente le gris moyen, vous savez que l'image devient plus sombre. Regardons l'exposition relative du blanc. Elle est passée à 2. L'exposition relative du noir, elle est passée à 8. C'est-à-dire que ma plage dynamique pour cette image est de 10 IL, alors que tout à l'heure j'étais à 12 IL. L'histogramme s'est décalé vers la gauche, ça c'est normal. Et donc, actuellement, j'ai en entrée une plage dynamique de cette image à 10 IL, alors que je peux paramétrer pour 12 IL, c'est-à-dire pour la plage maximum de mon APN. Comment corriger ceci? Il serait peut-être intéressant de voir ce qui se passe si on déplace les curseurs. L'exposition relative du blanc, si je déplace le curseur, par exemple, si j'essaie de le remettre autour de 3, de la même façon, si je déplace pour revenir à la plage dynamique de 12 au total, c'est-à-dire 9 plus 3 ici, on s'aperçoit que le réglage n'est pas du tout correct. Si on déplace différemment plus loin, on arrive à gagner au niveau des tons clairs légèrement, il faut aller au maximum. Et si je déplace ici
le curseur noir, vous voyez que je ne retrouve pas, et c'est normal puisque le gris n'est plus le même, l'image que j'avais tout à l'heure. Revenons à l'état d'origine avec mes paramètres EOS 70D12IL et plaçons la luminance du gris à la moitié, c'est-à-dire ici à 4,61. On a baissé la luminance du gris moyen, donc on sait que dans ces cas-là, l'image va s'éclaircir, l'histogramme s'est décalé à droite, l'image est plus claire. Et vous remarquez que la plage dynamique est passée à 10 et 4, ici en additionnant les valeurs absolues, 10 et 4 à 14, ce qui n'est pas la plage dynamique adéquate d'après les données de mon appareil. Donc on peut se dire, diminuons la valeur ici de l'exposition relative du blanc, vous voyez que c'est pas terrible, et si on diminue l'exposition relative du noir, c'est pareil, ça ne donne pas grand-chose. Donc la problématique semble être la suivante. A priori, je ne peux pas choisir une plage dynamique de l'image indépendante de la plage dynamique de mon APN. Et je dois, dans ces conditions, choisir un gris moyen d'origine qui me donne un résultat correct dans la place dynamique choisie ou dans son voisinage. Autrement dit, à partir du moment où je dis je choisis la plage de 12 IL pour cette image, quelle est la luminance du gris moyen à mettre en œuvre dans ces cas-là, et pourquoi pas se dire, pour toutes les images qui seront prises dans ces conditions, si je règle la plage dynamique sur 12 IL, ai-je à peu près le même gris moyen? On peut aller beaucoup plus loin. Prenons par exemple cette image, où la plage dynamique ici, vous voyez, j'ai réglé sur 9 IL. Pourquoi le même APN réglé sur 12 IL ou 9 IL? Voilà tout un tas de questions sur lesquelles je vais essayer de répondre dans la deuxième partie de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.